Bonjour à tous et merci d'être sur Gabon 24. C'est l'heure de votre émission Multisport 24 à la réalisation Richard Sangoma, au montage Karl Miyindou, le magnifique au son Alex Singoy et à la diffusion Kofi Vincent. Multisport 24, play. Et puis, de quoi allons-nous parler ce soir? Voici le sommaire préparé par Karl Miyindou, le magnifique. Après plusieurs mois d'attente, le Gabon Oil National Foot démarre ce week-end à Mouila avec un alléchant d'Ikaki FC Manga Sport. Et puis en rugby, le Gabonais Marcus Laroche signe pro en France. L'ancien joueur de Souffle a paraphé un contrat de 5 ans avec Sainte-Florine, un club préfédéral. Voilà donc, rebonsoir une nouvelle fois sur ce plateau pour en parler justement dans cette émission de ces multiples sujets. Jean-Claude Nounamo, journaliste, bonsoir. Oui, bonsoir Willy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Gabon 24. Comment allez-vous? Ça va, pas de problème. Propriétaire du journal en ligne sportif Gabon le sport, qui nous édifie beaucoup sur l'actualité sportive du Gabon. C'est un choix que nous avons fait et nous sommes très édifiés d'ailleurs d'être sur ce plateau. C'est la première fois que nous sommes là et nous sommes vraiment édifié. Ben voilà. Et avec moi également, donc à ma droite, monsieur Samuel Kouanda, vous venez d'être élu secrétaire général de l'association des arbitres gabonais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Willy. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ben, ça se voit en plus. Oui. Et puis nous reviendrons justement ce soir sur votre élection et surtout sur les projets que vous avez au niveau du secrétariat général de l'association des arbitres gabonais. Nous allons tout dire et vous allez également expliquer au public tout ce que vous avez prévu pour l'arbitrage gabonais, pour qu'il soit, comme vous le dites, les vrais procureurs du football au Gabon. Naturellement. Et je suis ravi d'abord d'être invité sur ce plateau et vous remercier. Et au nom des arbitres du Gabon, je présente déjà mes félicitations à tous ceux qui ont fait confiance, pratiquement parce que ça a été une élection nationale. Sur l'ensemble du territoire, il y a eu une élection et puis à laquelle est à la tête M. Christian Mouti, dont je suis le secrétaire général présentement. Donc je viens ici remercier tous nos électeurs et puis dire que en fait les choses ne doivent plus se passer comme par le passé. L'arbitrage va avoir un nouvel élan et une impulsion que nous allons pouvoir apporter pour que en fait l'arbitrage maintenant sorte des sentiers battus. Et, voilà. Et puis on va revenir sur vous pour dire que vous êtes né le 13 mars 1965 et que vous avez 4 enfants. Vous êtes fonctionnaire au ministère du Budget et des Comptes publics. En tant qu'arbitre, ou en ce qui concerne votre carrière, eh bien, vous avez été arbitre interligue en 97. Vous avez également été arbitre fédéral pendant 7 ans. Donc en 2018, vous avez arrêté en 2008. Eh bien, vous avez arbitré plusieurs matchs de Coupe du Gabon, également du championnat national de football de première division. Vous êtes à la tête donc du secrétariat général de l'association des arbitres du Gabon. Quelle est aujourd'hui votre vision par rapport à l'arbitrage au Gabon? Vous proposez à ce qu'ils vont être derrière vous? Bien, il est que moi je sois déjà non seulement arbitre, j'ai été arbitre, mais aussi que j'ai été dans les commissions provinciales. La commission provinciale des arbitres de l'Estuaire, j'ai été dans la commission centrale des arbitres de la Fédération gabonaise de football. En plus de ça, j'ai la maîtrise des dossiers. Donc c'est un terrain que je connais. Et donc il va de soi que nous puissions maintenant changer de paradigme. Il va falloir à ce que les arbitres maintenant soient au devant de la scène. Étant le maillon le plus sensible de la chaîne de football, il n'est plus question que les arbitres ici, en fait, soient à la remorque. Nous devions être là. Nous portons un projet, parce que le projet le plus difficile pour nous, après avoir été élus, c'est de mettre les statuts, les textes en vigueur, disons, qui encadrent l'arbitrage. Il s'agira ici non seulement des règlements, des statuts et règlements, mais il faudrait que les arbitres aient un statut, en fait, pour être reconnus dans les instances du football. Donc, c'est cela un grand chantier. Donc, c'est le nettoyage et le toilettage des textes. C'est la mise en place des textes qui régissent l'arbitrage. Et vous parlez justement de la participation des arbitres aux différents stages. Oui, nous parlons des différents stages, non seulement les stages, mais aussi la graduation ou la notation des arbitres par rapport à l'échelle. Parce que vous conviendrez avec moi que nous ne sommes plus nombreux sur l'échiquier international. Lorsque vous voulez parler des arbitres aujourd'hui, on ne vous parlera qu'un seul arbitre.
On va vous citer. Si on dit vous connaissez quel arbitre, on vous dira que c'est seulement au Togo. Alors qu'il y en a d'autres. Et il y a eu également d'autres arbitres. Bien sûr, il y en a d'autres. Oui, c'est l'ancienne époque et puis celle qui a garanti, celle qui a vraiment été le porte-flambeau de l'arbitrage gabonais. Mais maintenant, il y a eu un passage à vide, il faut le reconnaître. Voilà, il y a eu un passage à vide, il faut reconnaître. Il est question maintenant ici de porter haut l'arbitrage gabonais. Et donc, nous, l'association, nous n'allons pas nous substituer à la commission centrale des arbitres, mais nous, c'est de donner notre impulsion. En fait, la fédération, la LINAF et les autres commissions provinciales vont être, en fait, pour nous, des partenaires avec qui nous allons beaucoup travailler pour impulser une autre dynamique. L'arbitrage, comme les autres footballeurs, parce que vous reconnaissez que le football n'a pas été créé pour nous, et malheureusement, on ne peut pas faire sans nous. Et puis, vous parlez également de la souscription d'une police d'assurance, c'est ça? Tout naturellement. Il faut comprendre que le rôle de l'association que nous portons aujourd'hui, c'est celui de préserver ou de protéger, d'accompagner les arbitres dans leur ancrage. Pratiquement, c'est de protéger les arbitres et de défendre leurs intérêts. Les intérêts vont non seulement de la pratique de l'arbitrage, mais aussi en plus, c'est d'assurer les arbitres. Aujourd'hui, les arbitres sont sur le terrain, ils ne sont pas protégés. Ils n'ont aucun cadre juridique. Et il va falloir le mettre en place. Les arbitres n'ont pas de partenaires. Il faudra chercher des partenaires pour encadrer l'arbitrage. L'arbitre, aujourd'hui, c'est celui qui vit en chaîne de faïence. Il faut voir exactement la manière dont les arbitres sont traités, pratiquement mis à la remorque. C'est l'occasion pour nous de mettre les arbitres pratiquement au même niveau que les footballeurs. Donc il y a tout un chantier à défendre les intérêts des arbitres et c'est ça vraiment le socle et c'est ça un peu les missions pour lesquelles j'ai été élu et avec moi d'autres arbitres et puis le bureau qui a été mis en place. Voilà, vous restez avec nous parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur justement vos missions à la tête du secrétariat général de l'association des arbitres du Gabon. Le temps de basculer du côté de Jean-Claude Nounamo qui ronge son frein, on le sent, et parler justement de handball et ce tournoi international de handball dénommé Nicolas Sélé qui commence donc aujourd'hui à Port-Gentil. C'est on va dire une édition supplémentaire, mais une compétition qui commence aujourd'hui avec des matchs, des catégories minimes, d'autant plus que toutes les équipes ne sont pas encore sur place. Oui, et il faut dire il faut déjà signaler que c'est la 17e édition de ce tournoi Nicolas Sélé de Port-Gentil. Ça veut dire que ça fait 17 ans que ce tournoi existe et pratiquement c'est déjà un peu comme une routine, sauf que depuis déjà quelques années, ce tournoi a pris une connotation internationale au point où parfois c'est des équipes qui reviennent du Cameroun ou un peu plus loin. Et comme c'est le cas cette année, c'est le détenteur de la Coupe du Cameroun qui a été invité à venir prendre part à cette compétition. Ils doivent logiquement partir du Cameroun ce soir, arriver demain, et puis le départ de Port-Gentil pour mercredi, pour le début de la compétition des seniors, mercredi après-midi. Voilà, on va regarder, hein, on va illustrer justement cette compétition de handball avec quelques images, mais ce sont des images d'archives justement de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de handball qui a donc eu lieu ici à Libreville, où le Gabon avait fait bonne figure. C'est vrai qu'on voit que ce genre de compétition permet à ce que justement nos handballeurs soient aguerris, mais quel est le véritable niveau du handball aujourd'hui au Gabon, après justement à cette Coupe d'Afrique? Est-ce qu'on sent qu'il y a eu mais vraiment une évolution? Bon, je n'ai pas envie d'être très optimiste, mais il faut mesurer la chose à son niveau. Nous avions pensé qu'en organisant la Coupe d'Afrique des Nations de handball au pays, ça allait être un déclic du handball, mais on s'est quand même bien rendu compte que les choses ne sont pas allées telles que nous les avions prévues. Je parle sous le contrôle qui nous suit en ce moment du président de la fédération, qui l'a déploré, sous le contrôle de la présidente de la Ligue nationale professionnelle de handball. En fait, ça n'a pas été le déclic qu'on attendait. Il va donc falloir, par exemple, pour le cas de ce tournoi, des compétitions de ce genre-là, surtout quand on sait que... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment avoir un championnat régulier ?
c'est tout le problème qui se pose en dehors du semi-professionnel. L'estuaire, ça traîne. Depuis pratiquement le retour de Mouela à la Coupe du Gabon, il n'y a plus eu de compétition et vous comprenez que ce relâchement-là ne fait pas bien à nos sportifs et nos sportives. Mais voilà. Et Jean-Claude, on va rester un tout petit peu avec, justement, rester dans le handball Oui. pour demander, parce que vous êtes un spécialiste, vous couvrez ces événements à chaque fois, au quotidien, et que l'initiative aujourd'hui prise par Nicole Christiane Assélé d'organiser ce tournoi, je pense qu'on est à la deuxième, troisième édition. Non, je vous disais tout à l'heure que nous sommes à la 17e édition. Donc vous voyez, est-ce que c'est vrai que c'est un tournoi qui dure quasiment une semaine? Oui. Et pour toute l'année, est-ce que c'est suffisant pour que, lors des compétitions continentales, notre équipe nationale soit, même si aujourd'hui elle est composée de beaucoup d'expatriés, oui. mais est-ce que sur le plan local, cela permet d'avoir une équipe nationale digne de ce nom? Je vous dirai tout de suite que le seul tournoi Nicolas Assélé ne permet pas d'avoir une équipe nationale. Le semi-pro que nous avons lancé tarde à donner exactement une équipe nationale aussi, mais je pense que la compétition de Mouela, la Coupe du Gabon de Mouela, on essaye de prendre ceux qui sortent du lot, mais je pense qu'il va falloir qu'on mette une certaine dynamique pour la relance du handball. Il faut quand même comprendre que le handball vient après le football et du coup, une seule compétition comme celle de Nicolas Assélé, après peut-être 6 mois, 7 mois, ça fait pas bien dans le développement de cette discipline-là. Mais voilà, nous allons poursuivre cette émission. Monsieur Samuel Kouanda, il reste toujours avec nous. Il continue il va nous parler justement de ses projets à la tête de l'association des arbitres du Gabon. On va lancer un autre... oui, Jean-Claude? Oui, effectivement, je voulais quand même poser une question à notre invité, oui. À votre invité. Oui. Il a dit que c'est une nouvelle relance, disons ça comme ça, qui va être faite. La question que je voudrais quand même lui poser, c'est qu'on tarde à voir des femmes avec des sifflets. Au Gabon, officiellement, je peux dire à l'international, il n'y a qu'un trio, un seul trio de dames. Et au niveau de l'arbitrage. Voilà, qu'est-ce que vous prévoyez pour ressortir un peu aussi les femmes? Voilà, le fondement du manque de femmes, en fait, la raison qui résulte du manque de femmes dans les compétitions nationales, c'est le fait, en fait, de tous les problèmes qui se passent dans le sport en général. Oui. Le recrutement. Vous voyez que la plupart des femmes que vous avez vues dans l'arbitrage, là, qui sont parties, qui sont presque toutes parties, oui. ce sont des sportives qui sortent déjà d'être footballeurs. Parce que c'est intéressant d'abord au football qu'elles se déversent dans l'arbitrage. Oui. Il n'y a pas eu une politique de promotion de l'arbitrage. En fait, c'est ça. Et c'est notre bataille. C'est ce qu'on n'a pas pu faire depuis. Il faut intéresser les femmes. Et lorsque les femmes... Il y a un championnat féminin au Gabon. En fait, à l'opposé, ce sont d'abord les femmes qui devaient les arbitrer, qui devaient officier ces matchs. Mais allez-y voir qu'il n'y a pas d'autre. Et c'est notre combat. Et c'est celui de ramener, d'intéresser les gens. C'est l'intéressement qui a manqué. Vous comprenez qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons un trio. Et à part le trio, il n'y en a plus rien. Il y a 3 filles qui sont parties aujourd'hui, il y en a 3 jeunes qui sont là, qui se débrouillent pas mal, mais derrière, il n'y en a rien. Et c'est notre bataille. En fait, voilà l'objectif pour laquelle. Mais malheureusement, pour certains, pour répondre à votre question, malheureusement, nous allons peut-être pas nous substituer à la fédération parce que c'est le travail des ligues. Idem, le recrutement des filles qui jouent au ballon, ça devait suivre aussi pour le cadre de l'arbitrage. En fait. Donc ça va se faire et c'est notre combat. D'accord. On va poursuivre. Jean-Claude, merci pour justement cette question. On va parler cette fois-ci de rugby. C'est justement cette discipline qui, depuis, connaît des très beaux jours au niveau du Gabon, porte maintenant ses fruits avec un très beau championnat qui est régulier, qui se joue à Libreville, mais également à Port-Gentil. Mais voyez-vous, regardez l'image qui va suivre. Il s'agit justement de Marcus Laroche. Sarah, regardez. Mais voilà, c'est ce jeune joueur qui évoluait au sein de l'équipe de Souffle, oui. Dans le championnat de rugby, qui vient donc de décrocher un contrat professionnel, Jean-Claude.
C'est une très bonne nouvelle. J'ai vraiment envie de dire que c'est du jamais vu. Pour ceux qui connaissent le monde du rugby, on n'avait jamais pensé qu'un Gabonais pouvait se retrouver en Europe pour faire du rugby. Mais je vais quand même vous dire qu'il n'est pas le premier. Avant lui, il y avait déjà eu M. Louembe, qui est maintenant entraîneur. Je pense que quand on regarde Marcus sur un terrain de rugby, je ne suis pas étonné qu'il soit en ce moment en contrat pro, qu'il soit en Europe en ce moment. Vraiment, sur le terrain, Marcus a toujours été un élément particulier par rapport à sa touche de balle. Et ça veut dire tout simplement que le championnat de rugby au Gabon est quand même des niveaux assez acceptables. Oui. Il me l'a dit parce que j'ai eu une interview avec lui. Il m'a dit effectivement que le Gabon, il s'est rendu compte qu'au Gabon, c'est pas mal du tout, sauf que c'est les structures, le suivi des joueurs qui posent problème, mais vraiment sur la qualité même des joueurs gabonais, vraiment en Europe, il se rend quand même bien compte que le Gabon n'est pas le dernier en matière de joueurs. Mais voilà. On va finalement conclure avec Monsieur Samuel Kounda pour demander justement le mot de fin. Qu'est-ce que vous voulez faire? En gros, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'arbitrage gabonais pour que, comme vous le dites, eh bien, ils sortent des sentiers battus? Voilà. Simplement dire que les arbitres doivent retrouver la place qu'il faut, ce que je voulais dire. En plus, c'est un chantier qui est énorme parce que l'arbitrage, après le départ de nos aînés, d'Iramba et autres, nous n'avons plus jamais eu ce qu'il y a comme crème de l'arbitrage, en dehors de notre petit frère au Togo qui se débrouille tant bien que mal. Il va falloir la refonte pratiquement. Moi, je dis ça part déjà des textes et en fait de la promotion de l'arbitrage. Après la promotion de l'arbitrage, il va falloir amener tout le monde à l'unisson parce qu'il y a une fracture entre l'arbitrage et le football. Je vous ai dit que l'arbitrage, c'est le maillon le plus sensible du sport, du football en général. Donc il va falloir, c'est notre chantier, de pouvoir ramener tout le monde. D'abord, l'invite va à l'endroit des anciens, de tous ceux qui ont raccroché, de revenir à la maison, de venir à ceux qui épauler, tous ceux qui sont actuellement sur le terrain. Nous allons commencer à faire de la promotion. La promotion. Après les textes, c'est la promotion. Après la promotion, c'est le suivi de la formation, à l'inscription, que ce soit pour ceux qui ont des stages jusqu'à l'inscription FIFA et du suivi de tout le monde. C'est aussi faire la promotion de ceux qui doivent venir. C'est qu'il manque à l'intérieur du pays des formateurs. Il manque énormément de formateurs. D'où la nécessité d'avoir en physique, en théorie, avoir tous aller à l'imprimerie. Parce que le centre, c'est Libreville seulement. Tout le monde vient à Libreville. Or, le sport se pratique dans toutes les provinces. Et c'est notre grande bataille, c'est de pouvoir mettre... Les commissions provinciales doivent travailler avec tous les techniciens qui y sont, à la fédération que nous allons demander, à la LINAF éventuellement, et puis les mettre à contribution pour former les arbitres à l'intérieur du pays. Malheureusement, on s'en souffre et puis bon, voilà. Notre combat, il est immense. Nous n'allons pas tout développer compte tenu du temps qui nous est imparti, mais j'espère bien que la très prochaine fois, vous nous inviterez pour vous faire étalage. Après, on aura une édition spéciale, édition spéciale sur le sujet. Nous souhaitons bien. Merci. Monsieur Samuel Kounda d'être passé sur ce plateau. Merci. Bonne chance au sein justement. Merci à Gabon 24. Et j'espère, avec mon frère Jean-Claude, nous allons nous accompagner. Nous comptons beaucoup sur vous pour nous accompagner parce que nous sommes le maillon le plus important dans la chaîne du football. Ben voilà, tout le plaisir le nôtre. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons poursuivre cette émission et puis nous allons parler de basketball cette fois-ci. Adam Silver, le patron de la NBA, donc a annoncé la création d'une Africa League en association avec la FIBA. Elle verra donc le jour en 2020. On va regarder ce reportage préparé par Gaël Mapessi. Les amoureux de la balle orange en Afrique seront désormais en phase avec ce qui se fait de mieux au pays de Longsam. Peu avant le début de la soirée d'All-Star Game, qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche à Charlotte, en Californie du Nord aux États-Unis, l'homme de droit et président-directeur général de la National Basketball Association a annoncé que le continent aura sa propre ligue conjointement avec la Fédération internationale de basketball dès le mois de janvier 2020. Au total, 12 équipes formeront ce championnat. Des tournois de qualification auront lieu durant l'année afin de déterminer les irrésolus. Les pays impliqués seront entre autres le Maroc, le Kenya, l'Égypte, l'Angola, le Nigeria, le Rwanda
l'Afrique du Sud et la Tunisie. Adam Silver a par ailleurs indiqué qu'un même pays ne pourra pas avoir plus de 2 équipes dans cette Africa League. On notera tout de même l'absence du Cameroun, d'où sont issus Joel Embiid, Pascal Siakam et Luc Mbah. Depuis l'arrivée d'Adam Silver, la NBA investit de plus en plus sur le continent africain, soutenu par l'ancien président américain Barack Obama, qui a également prévu de s'investir dans ce projet. Silver préside une entreprise sportive et médiatique mondiale construite autour de 4 ligues sportives professionnelles parmi lesquelles la NBA. Il est voué à la croissance du basket dans le monde entier, à l'innovation, à l'amélioration de la transparence et l'utilisation du basketball pour rassembler les gens et promouvoir la santé et la remise en forme. Voilà, Gaël Mapessi nous a rejoint sur ce plateau. Il est du service des sports de Gabon 24. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ben, ça se voit. Et là, on parle justement de cette Ligue Africa que va donc mettre en place la NBA en collaboration avec la FIBA. C'est une très bonne initiative, on va le dire. Très belle initiative pour le continent parce que ça va mettre en évidence les grands pays de basketball de notre continent, notamment je pense à l'Angola, l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui sont des grandes nations de basket. Malheureusement, on est Gabonais, et puis le Gabon n'est pas cité parmi les 12 équipes qui vont prendre part à cette première édition de cette compétition africaine initiée par la NBA, par le patron de la NBA, qui permettra de venir dans un premier temps dénicher les talents en Afrique et pour après aller évoluer dans les championnats plus huppés aux États-Unis et en Europe. Et puis, dans quelques années, on aura quand même des équipes africaines assez solides pour pouvoir tenir la dragée haute, surtout aux Américains qui sont incontestablement assis sur le toit du monde en ce qui concerne le basketball. Oui, c'est vrai que le basketball reste un sport dominé de la tête aux pieds par les États-Unis. Ils ont le plus grand championnat déjà, mais il faut dire qu'en ce qui concerne les Africains, je pense qu'on a quand même eu des bons basketteurs sur le continent, parce que quand on regarde l'évolution, quand on regarde la NBA, on a pas mal d'Africains qui jouent en NBA et qui ne sont pas les moindres, qui rivalisent quand même avec certains d'entre eux. Donc, mais c'est toujours bien de telles initiatives. Ça permet de multiplier les chances de l'Afrique pour pouvoir davantage essayer de faire en sorte, comme un peu la tropicale, qui permet aux amateurs d'affronter les professionnels, et ça permet d'évoluer. C'est tout bénéfice pour l'Afrique. J'espère que les 12 pays qui ont été choisis pour cette première édition vont profiter au maximum pour que cette première édition soit belle et que davantage des Africains vont dans les rangs des équipes NBA. Mais voilà. Jean-Claude, avant de boucler, parce qu'on est arrivé au terme de la première partie de cette émission, NBA FIBA en collaboration pour mettre en place une Ligue africaine en 2020. C'est vraiment à tout bénéf, hein, comme le disait Gaël, pour le continent africain. Je rejoins effectivement Gaël que c'est une aubaine d'ailleurs pour le basketball africain. Et c'est encore regrettable parce que le Gabon ne fait pas partie des grandes nations de basketball en Afrique. Mais je pense qu'il fallait bien que ça arrive en Afrique pour que déjà le niveau du basketball africain soit de plus en plus relevé. Parce qu'à force de côtoyer ces stars, ce grand basket, obligatoirement, ça va quand même être un plus pour les nôtres. Oui, Gaël, un dernier mot par rapport justement à cette fusion. Oui, cette fusion, mais je pense qu'il faut surtout relever la détermination du nouveau patron de la NBA qui veut véritablement Adam Silver, qui veut véritablement voir le basketball au niveau de l'Afrique se développer. Déjà, on l'a dit dans le reportage, c'était un projet qui est soutenu par l'ancien président américain Barack Obama. C'est dire qu'en Afrique, il y a du potentiel, c'est juste que parfois ce sont les politiques qui ne cadrent pas qui ne permettent pas aux joueurs africains de s'exprimer. Parce qu'on a vu, que ce soit dans le cadre du basketball, que ce soit dans le cadre du football ou d'autres sports de combat ou des sports individuels ou collectifs, on a vu quand même qu'en Afrique, on a du talent. En Afrique, il y a du talent. En début d'émission, on a parlé de rugby. On a vu ce Gabonais qui aujourd'hui est pro en France. Ça veut dire qu'il y a du talent, mais parfois les politiques ne suivent pas. Et quand on a une grande firme comme la NBA qui vient
j'ai envie de dire, au chevet de l'Afrique pour essayer d'aider le continent de se développer dans le domaine du basketball. C'est tout bénéfice pour l'Afrique. Mais nous espérons un jour que le Gabon, qui quand même dans les années 2000, c'est vrai que j'étais peut-être encore un peu plus jeune, qui avait quand même une belle équipe de basketball avec Asmundon, avec l'Asme qui joue encore, avec je crois Marius Assoumou, je l'ai dit. C'était une bonne génération de basketteurs qui malheureusement s'est éteint sans suite. Aujourd'hui, on ne sait même plus à quel niveau. Ils ont fait leur preuve quand même, on va le dire. Ils ont fait leur preuve justement, mais on ne sait plus à quel niveau se trouve le basketball. Voilà, on va boucler cette première partie de votre émission Multisport 24, mais une dernière nouvelle, Jean-Claude. Regardez, les images vont donc apparaître. Il s'agit justement de Flora Bouilly, qui est gabonaise, mais qui évolue. Elle est là. Elle est donc deuxième en partant de la droite. C'est une gabonaise qui évolue donc au Cameroun. Elle joue au football. Elle a gagné un titre. Ça veut dire que le football gabonais a quand même quelque chose d'assez bien, on peut le dire. Et là aussi, Willy, avant même d'aborder la question de Flora Bouilly, qui est exactement à l'université de Tchang au Cameroun, je vais dire déjà que nous avons en ce moment 4 professionnelles footballeuses gabonaises. Nous avons une en Espagne, Pamela Angela au Kemvé. Nous avons Patricia qui évolue en ce moment à Isère, en deuxième division professionnelle française. Nous avons Grace Mandoukou qui évolue également en deuxième division. Nous avons une qui vient de partir, ça fait à peine 3 semaines, qui joue déjà, qui s'entraîne déjà avec Grenoble et qui doit signer d'un moment à l'autre. C'est dire que le football gabonais, football féminin, j'entends bien, n'est pas toujours les derniers. La preuve, c'est que Flora Bouilly, elle est partie. Pour les études d'abord. Voilà, elle est effectivement partie pour des études, mais elle a trouvé des filles en train de jouer et puis elle a dit, bon, est-ce que je peux m'entraîner? Voilà comment elle s'est retrouvée et tout de suite, quand le coach l'a vue, il a dit, mais c'est formidable ça. Il y avait de la matière. Comment? Et je vais peut-être... oui, mais très rapidement, il nous reste quasiment à quelques secondes. Oui, voilà. Les gens étaient très surpris au point où de se demander, donc, il y a aussi des Gabonaises qui jouent au football. Imaginez un peu ce complexe. Et elle a remporté un titre déjà avec... Alors, effectivement, c'est un tournoi qui a été organisé dans la ville de Tchang. C'est une très grande ville au Cameroun à l'occasion de la fête de la jeunesse. Et elle a marqué 2 buts des 5 de son équipe. Et c'était son premier trophée à l'international. Il faut suivre justement cette jeune fille Flora Bouilly qui évolue donc du côté du Cameroun. Voilà, c'est la fin de la première partie de votre émission. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Retour sur le plateau de Multisport 24. Gaël Mapessi est toujours avec moi. Jean-Claude Nounamo également, toujours là. Et nous allons donc poursuivre cette émission. Et comme nous vous l'annoncions en titre, eh bien, après plusieurs mois d'attente, le National Foot reprend. Donc le championnat national de football de première division reprend finalement ses droits au Gabon pour ce week-end du côté de Mouila. Une rencontre alléchante justement entre Mangasport, le champion en titre, et Dikaki, le promu, dans ce championnat. Nous allons d'abord, avant de parler avec Jean-Claude et Gaël Mapessi, suivre ce reportage préparé par Lembris Boubala pour vous. Financé désormais par l'entreprise pétrolière Gabon Oil Company, le National Foot de première et deuxième division, dénommé aujourd'hui Gabon Oil National Foot, reprend ses droits le 23 février prochain. Si le nombre de clubs reste à 14, il n'en demeure pas moins que son modèle a subi quelques modifications dans sa formule initiale, donc classique, où toutes les équipes s'affrontaient en aller et retour. Place désormais à la phase de groupe qui va prendre en compte un système play-off, une formule qui sera appliquée pour le championnat de deuxième division, l'idée étant, selon l'organisateur de l'événement, de limiter les coûts liés au déplacement des équipes jugées excessifs. La LINAF a ainsi opté pour un championnat regroupant 4 poules en tenant compte bien évidemment des régions dont sont issus les différents clubs. Ainsi, l'on pourrait enregistrer dans la poule A l'AOCMS, Sef Mounana,
Missile FC. La poule B, pour voir d'autres explications entre l'Olympique Mondji, l'AS Pélican et le Stade Migovéen, l'USB, l'USO, Oyemase, quant à eux, ont été logés dans la poule C. La poule D mettra aux prises Mangasport, Lusosport et AS Dikaki. En ce qui concerne ces différentes poules, seuls les 2 premiers seront qualifiés pour disputer les playoffs. Voilà donc Jean-Claude Namo, c'est parti pour le National Foot, mais cette fois-ci dénommé à Gabon Oil National Foot, parce que cette entreprise a donc aidé à accepter de financer ce championnat. Mais c'est pas nouveau au Gabon parce qu'il y a quelques années, RTL l'avait déjà fait, mais aussi quelques 20 ans en arrière, les grosses entreprises gérées justement à des clubs comme la SO Garande. Et là, on savait justement que derrière ces clubs, il y avait justement des entreprises. Alors, Gabon Oil prend la responsabilité de financer ce championnat pour cette année, on va dire. Oui. C'est une très bonne chose pour la relance du football au Gabon. Une très bonne chose pour la relance. Mais maintenant, après ça, on va voir ce que ça va donner. J'ai cru entendre que ça va aller. C'est une expérience qui va se faire sur 2 ou 3 ans, en attendant que les choses se mettent en place. Mais allons-y pour sauver notre national foot, parce qu'il faut dans tous les cas que le Gabon ait des représentants en compétition africaine. Et si c'est la formule qui doit sauver le national foot, on est obligé de nous y soumettre. Ben voilà. Gaël Mapessi, on parle justement de groupe et puis de rencontres en aller-retour sous forme de play-off. C'est comment vous trouvez? Moi, à votre avis? Je suis tout à fait d'accord pour rejoindre Jean-Claude. Je suis tout à fait d'accord sur le principe que le plus important, c'est que le championnat ait démarré. Mais après, déjà que la phase de poule, je ne sais pas, peut-être que je suis assez jeune ou je ne regarde pas assez la télé, mais je pense que tous les championnats dans le monde entier ne se jouent pas en phase de poule. Je ne sais pas si c'est pour sauver la face qu'on l'a fait. Non, c'est vrai pour sauver le championnat. Pour sauver le championnat. Pour sauver le championnat, merci. Pour sauver le championnat, on l'a fait. J'espère juste, moi, ma crainte, c'est que j'ai comme l'impression que les choses ont été faites à la va-vite parce qu'on va vers la fin de l'année et qu'il y a des instances déjà internationales, notamment la FIFA et la CAF, qui commencent à menacer parce que depuis là, le championnat ne reprenait pas. Oui. On a peut-être, à mon avis, trouver un palliatif et que Gabon Oil s'est positionné pour essayer de financer le championnat. Ça, c'est pas mauvais. Le championnat, ça, ce n'est pas mauvais. Mais après, il reste à savoir le contenu, parce qu'après, il va falloir qu'on nous explique justement, c'est un partenariat entre le ministère des Sports et Gabon Oil. Qu'est-ce qui a été dit dans ce partenariat? Quelle est la responsabilité? Jusqu'où s'étend la responsabilité des uns des autres? Ça, on doit le savoir pour espérer que demain, après-demain, on ne connaisse plus ce qu'on a connu par le passé. C'est vrai, il a dit, on aurait pu entendre que c'est sur 2 ou 3 ans. OK, mais on espère vraiment que ça va tenir ces 2 ou 3 ans. On ne veut pas se lever un jour, un matin, on voit dans les journaux que, bon, oui, Gabon Oil, parce que le ministère aurait refusé de prendre une responsabilité dans laquelle elle s'est engagée à décider. Ça, ce serait encore mal pour le football gabonais. Mais c'est déjà bien que le championnat, encore là, il reste à croiser les doigts. Le 23, c'est samedi. Nous ne sommes pas encore. Tout peut arriver, nous sommes au Gabon et quand il s'agit de football, c'est souvent compliqué. Non, on est sûr et certain quand même que le 23, eh bien, on aura ce match inaugural. Jean-Claude, on parle justement de cette rencontre entre Mangasport et AS Dikaki qui est le promu. Comment vous voyez cette rencontre quand on sait qu'elle se jouera au stade Bombé de Mouila? On s'attend justement à une affluence, parce qu'on connaît comment cette partie du pays accueille souvent ces événements. Oui, c'est des zones où on aime beaucoup le football, le sport en général, mais il faudrait déjà d'abord signaler que AS Dikaki c'est une équipe de Fougamou et qu'il va falloir maintenant se déporter à Mouila pour aller soutenir l'équipe, mais AS Dikaki, c'est le bleu du championnat. Mais je pense que AS Dikaki a mérité d'être en première division. On a vu son parcours l'année écoulée et Mangasport n'aura pas la tâche aussi facile qu'on pourra le prétendre. Surtout, les gars vont jouer dans leur secteur. Ça, il faut le dire. On rappelle également que Mangasport, c'est le dernier représentant du Gabon en Ligue des champions africaine. Eh bien, l'aventure a tourné très court avec cette élimination précoce face à la SEC Mimosa. Par contre, l'équipe
l'équipe du CMS, le centre Berry Sportif, a quand même franchi un premier palier et a été éliminé même par le Raja de Casablanca après une défaite, c'est vrai, de 5-0, mais une victoire quand même à Libreville, 1-0 contre ce même Raja. Donc c'est vrai que Mangasport aura, bon, on va le dire, peut-être pas la tâche facile, mais devra batailler très fort pour gagner cette première manche. Non, mine de rien, ça ne sera pas facile. À la limite, ça sera un très beau match. Je peux vous assurer que ça sera un très beau match. Ceux qui ne se rendront pas à Mouila auront 8 heures de ne pas s'y rendre. Mais je pense que, je sais, j'ai déjà assisté à certains matchs de AS Dikaki. C'est l'effervescence en réalité. Et là, cette fois-ci, on sera en même temps pour Fougamou et pour Mouela. Je crains même qu'on ne voit les gens arriver de Ndende et pourquoi pas de Tchibanga, parce que là-bas, vraiment, le sport, c'est quelque chose de traditionnel dans ce milieu-là. Ben voilà. Gaël, un dernier mot par rapport à cette rencontre. Mangasport Dikaki, ce sera ou pas Dikaki Mangasport, parce que Dikaki Mangasport, c'est toujours difficile de jouer contre un promu, surtout pour cette rentrée de saison. Jean-Claude l'a dit, ils ont eu un parcours formidable lors de la saison écoulée. Ils ne sont pas arrivés là par hasard, ils sont arrivés là parce qu'ils ont mérité, parce qu'ils ont travaillé dur. Et je crois qu'ils auront envie de donner à leur public cette première victoire de la saison, surtout que c'est l'ouverture de la saison. Je pense que Mangasport, au-delà de son expérience dans ce championnat, doit faire très attention à cette équipe de Dikaki qui, ma foi, va avec la volonté de vouloir faire tomber le grand. Le rendez-vous est donc pris pour ce 23 février du côté de Mouila pour cette rencontre, la première de ce Gabon Oil National Foot entre Dikaki FC, le promu, et Mangasport, le tenant, le champion en titre. On va poursuivre cette émission. Jean-Claude, regardez Gaël et tout ce qui nous regarde actuellement. L'image qui va suivre, c'est ce partenariat. Jean-Claude, vous avez suivi, parce que c'est Gabon une image qui vient de votre quotidien, Gabon All Sport, l'OGC Nice, mais surtout la Fédération gabonaise de football qui a décroché un contrat avec l'OGC Nice pour les jeunes, en ce qui concerne les jeunes, mais également les dames. C'est formidable parce que là, même à l'image, on a vu Eric Moulungu qui a certainement facilité cet échange parce qu'il a évolué lui également à l'OGC Nice en France. Oui, effectivement, il faut quand même rendre l'hommage particulier à Sadrick Essono qui était chargé donc d'aller convaincre les dirigeants de Nice. Il est parti et effectivement, il a présenté le projet de la fédération, celui de développer le football des jeunes. Et Nice, comme on le dit souvent, a mordu sur ce projet. Et je vous informe qu'au terme de ce voyage, nous allons organiser les championnats U15 et U17 à la fin du mois de mars, éventuellement début avril. Et il y a effectivement des dirigeants de Nice qui seront là, des recruteurs, pour qu'ils viennent voir, vivre d'eux-mêmes de quoi est-ce que les jeunes Gabonais sont capables. Et ce qui fait un peu la force de ce contrat, de ce partenariat-là, c'est que ce ne sera plus des dirigeants gabonais qui vont proposer des joueurs à Nice, mais c'est les recruteurs de Nice eux-mêmes qui seront sur place pour essayer de prendre. Voilà le premier avantage que ce projet va donner au Gabon. Et félicitations encore à la fédération, à Sadrick. Et puis, de l'autre côté, ce qui me réjouit, je n'ai pas envie de prétendre être le spécialiste du football féminin, mais c'est le football que je côtoie le mieux. Sadrick a décroché un match amical international entre la formation de Nice féminin et l'équipe nationale du Gabon féminin. Là aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait sensiblement 3-4 ans qu'on n'a plus réellement d'équipe nationale féminine et du coup, on commence à penser qu'il y a quelque chose qui revient. Gaël, vous critiquez il y a quelques mois justement le fait que la fédération ne s'investissait pas assez en ce qui concerne le football féminin. Ce match amical prouve à suffisance que cette fois-ci, eh bien, la fédération gabonaise de football est en train de marcher sur le droit chemin dans l'organisation des rencontres de ce type qui permettront justement à notre football féminin de pouvoir grandir. C'est dire qu'une rencontre amicale, moi, c'est vrai, c'est peut-être le début de quelque chose, mais ça reste une rencontre amicale. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence déjà, parce que on va jouer contre Nice
on allait décrocher un match contre l'équipe de Nice pour jouer contre l'équipe nationale du Gabon. Mais j'ai envie de vous poser la question. L'objectif derrière, c'est de détecter des talents. Justement, j'ai envie de poser une question peut-être à Jean-Claude Labo. Oui. Ça fait 4 ans qu'on ne parle plus d'équipe nationale féminine au Gabon. Où est-ce qu'on va la trouver, cette équipe? Où il va falloir encore à la va-vite créer rapidement une équipe parce qu'on a tissé un partenariat avec Nice et que Nice sera là de si peu. Alors il faut courir à gauche, à droite pour, c'est encore une fois à mon avis, mettre la charrue avant le bœuf. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est essayer de fédérer d'abord les femmes. À travers un championnat. À travers un championnat. Mais vraiment. Voilà, pour permettre de détecter. C'est vrai, il y a peut-être des talents ici et là au Gabon, je n'en doute pas. Mais il y a quand même une équipe, féminine. On a parlé de cadre professionnel, c'est quelque chose, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer pour faire une équipe nationale. Mais après, je pense que la formation, on doit repenser totalement le football féminin. C'est un pas. Bien, je vais répondre rapidement à son souci. Hein. Je voudrais quand même dire à Mapessi que l'estuaire est censé être le vivier du sport au Gabon, que ce soit le basket, le hand. Il y a un championnat de l'estuaire qui se joue. Et hier encore, dimanche, nous étions à la 5e journée de ce championnat. Il y a un championnat au Wellington qui se joue. Hier, nous étions à la 3e journée. Il y a exactement, je crois, le Goué Maritime qui doit lancer son championnat provincial dans quelques jours. Ça sous-entend qu'en tout cas, au niveau de l'estuaire et du Wellington, ce sont des championnats de combien d'équipes et c'est quoi le niveau de ces championnats? C'est aussi des questions. Oui, Gaël, par rapport justement au temps qui nous a été imparti, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, mais signaler quand même que pour l'instant, la Fédération camerounaise de football a fait quelque chose de bien en signant ce partenariat avec le GC Nice, mais surtout en décrochant ce match amical international de l'équipe de Nice contre la sélection gabonaise qui va se mettre en place. Moi, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on va poursuivre cette émission parce que sinon restons à féminine qui n'existe pas. Si nous restons à débattre de ce sujet, Gaël, nous allons y passer quasiment toute la nuit. On va poursuivre donc cette émission et parler de cette petite brouille à quelques semaines de cette rencontre capitale entre le Burundi et le Gabon pour la dernière journée qualificative pour la CAN de 2019. Daniel Cousin disait, bon, par rapport à ce qu'on a vu dans les journaux et entendu dans les réseaux sociaux, qu'il menaçait de ne pas prendre part à cette rencontre le 23 mars prochain parce que ça prime et il n'a pas été payé. Nous allons d'abord écouter ce qu'a dit le ministre des Sports dans une radio, donc Street 103. Il avait été interrogé par Freddy Koula à ce sujet. Il a dit ceci, et puis on écoute et on revient pour en discuter. Moi, j'ai lu dans la presse que Daniel Cousin n'a pas de contrat. Daniel Cousin a un contrat qui court et qui se termine cette fin du mois de février. C'est le contrat que moi j'ai fait. Quand je suis devenu ministre il y a 8 mois, Daniel Cousin n'avait pas de contrat. Ça faisait plus d'1 an, même 2 ans qu'il travaillait sans contrat, sans rémunération. En tant que manager général. En tant que manager général. Je lui ai fait un contrat avec effet rétroactif et nous avons commencé à payer Daniel Cousin. Il y a des tensions de trésorerie qui ont fait qu'on n'a pas continué à suivre. Nous avons réglé son loyer. Il y a aujourd'hui des situations qui font que je ne dispose pas d'argent pour le payer. Et j'ai instruit l'administrateur du fonds de recevoir Daniel Cousin et de s'accorder avec lui sur un échéancier. Chacun peut accepter un échéancier. Ce d'autant plus que le contrat demande que ces questions soient réglées à l'amiable. Je suis désolé que Daniel Cousin, qui tient l'équipe nationale, nous sommes à quelques semaines d'une compétition, des matchs importants, que ce soit lui qui aille sur la place publique dire ce genre de choses qui portent un coup à la fois à l'image du pays, au moral de l'équipe et à son honorabilité à lui. Parce que pourquoi est-ce qu'on a confié l'équipe à Daniel Cousin? Pour lui donner une chance et donner une chance aux Gabonais de pouvoir animer leur propre nation en tout patriotisme. Ce acte est tout sauf patriotique. Ça, c'est d'un. De deux, alors que le contrat dit qu'on doit tout gérer à l'amiable, je ne vois pas, il m'a soumis un problème. Nous sommes en train de régler le problème. J'ai écrit à mon collègue du budget pour régler le problème. J'ai instruit le fonds pour régler le problème. Mais que Daniel fasse preuve d'un peu de patience. De nous mettre comme ça le couteau sous la gorge à 6 semaines d'un match, je ne trouve pas ça très fair-play, pas patriotique du tout pour quelqu'un à qui on a confié une équipe. Ce d'autant plus que là, ce qu'il fait, même Camacho ne l'a pas fait. Oui, Jean-Claude.
Daniel Cousin, comme le dit le ministre, met le couteau à la gorge des responsables ou encore de l'État. C'est une espèce de pression à quelques semaines de ce match très important contre le Burundi. Est-ce que Daniel a raison ou est-ce qu'il a tort selon vous? On va parler mais vraiment très franchement. Oui, Daniel Cousin a tort, Daniel Cousin a raison. Il a tort d'une part parce qu'il s'est lancé dans la signature, il s'est lancé à prendre l'équipe nationale sans mettre les garde-fous par rapport à cette responsabilité qui lui était confiée. Il a tort sur ce point, il a raison, tout simplement parce que tout ouvrier a droit à son bout de pain. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire des sacrifices quand d'autres ne peuvent pas faire ces sacrifices. Et du coup, je me dis que la sortie du ministre n'était pas très opportune de répondre immédiatement à Daniel Cousin, compte tenu du contexte dans lequel on se trouve. On prépare un match assez délicat. Il fallait laisser la chose se passer. Oui, mais est-ce que vous dites que la sortie du ministre n'était pas opportune, mais est-ce que la réaction de Cousin également était normale dans la mesure où, eh bien, c'est l'entraîneur qui a l'équipe et il restait un match très important. Est-ce qu'il avait droit, il avait besoin lui de pouvoir se mettre comme ça en plein monde et puis dénoncer? Bon, oui, là non plus, on ne peut pas dire qu'il a bien fait puisque le ministre l'a relevé, que c'est un problème qui était déjà en négociation en interne. Bon, qu'est-ce qui a poussé Daniel Cousin à faire cette sortie? Certainement, il s'est rendu compte que c'est la seule mesure de pression, le seul moyen de pression qu'il peut faire à l'État gabonais, au ministère, compte tenu déjà des expériences du passé. Bon, je pense quand même que ce climat ne fait pas du bien, n'arrange pas les choses. Bon, on va voir ce que ça va donner parce que après avoir fait des reproches publics à Daniel Cousin, je crois certainement qu'il va encore réagir à son tour. Gaël, est-ce que le ministre, comme vous dites, on en a parlé un tout petit peu en off tout à l'heure, il était question qu'il réponde parce que en ce moment, c'était un peu l'intégrité des responsables du sport qui était mise en jeu. Bien sûr. Après, il faut dire que c'est la première responsabilité du sport au Gabon, c'est le patron du sport au Gabon, le ministre. Et la sortie de Daniel Cousin au journal, à version numérique du journal Jeune Afrique, oui. Voilà, à mon avis, n'était pas bien pensée. Moi, je suis tout à fait d'accord que Daniel Cousin réclame ce dû parce que l'ouvrier a droit à son salaire. Je suis tout à fait d'accord qu'il est là depuis plus d'un an en tant que manager et aujourd'hui il est sélectionneur de l'équipe nationale. Il a beaucoup fait pour notre pays en tant que manager et là maintenant en tant que sélectionneur, il fait beaucoup pour notre pays. Mais je crois que le contexte dans lequel le pays se trouve, on connaît tous les tensions de trésorerie que le pays traverse. Oui. Et Daniel Cousin, qui est gabonais, c'est exactement ce qui se passe. Et je crois qu'il devait quand même, à mon avis, compter sur la bonne foi du ministre. Il a dit, après, si c'est faux ce que le ministre a dit, je pense que Daniel Cousin, puisqu'il a commencé, il va certainement répondre. Le ministre a dit qu'ils ont fait un contrat, ils ont signé un contrat Daniel Cousin rétroactif. C'est-à-dire que même quand le contrat a pris en compte l'avant-ministre Alain Billy Binzé, quand Daniel Cousin était encore manager de l'équipe. Et on a commencé, le ministre l'a dit, on a commencé à payer ses dus. Aujourd'hui, l'état de pays, on connaît que financièrement, économiquement, le pays est en baisse. Oui. Daniel Cousin, c'est un patriote, je crois, s'il a pris la responsabilité de prendre l'équipe nationale en sachant les réalités que le pays vit, il est patriote. Moi, j'ai envie de savoir, quand Jean-Claude dit que Daniel Cousin l'a peut-être fait en connaissance de ce qui s'est passé dans le passé, de ce qu'il y a eu dans le passé. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi le faire maintenant? Pourquoi, avant même de signer ce contrat, il n'a pas pensé à ce qui s'est produit dans le passé? Voilà. Pourquoi il n'a pas commencé à mettre des garde-fous bien avant même de signer le contrat? Aujourd'hui, il a signé le contrat et il se met à la place pour dire le ministre, on va dire tout ce qu'on veut, le ministre a peut-être été fort dans certains de ses propos, dans son discours. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'en tant que patron du sport au Gabon, il était normal qu'il sorte, il était normal qu'il essaie de recadrer les choses parce que d'aucuns pensent même que ce que Daniel Cousin réclame aujourd'hui, c'est son dû en tant que sélectionneur, alors qu'on est toujours dans son dû en tant que manager général. Donc il fallait que les choses soient recadrées et c'est ce que le ministre a fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la manière de faire du ministre, mais par contre, Daniel Cousin, qui a raison,
Mais quand on a raison, il faut savoir garder sa raison. Et je pense que Daniel Cousin, avec cette sortie-là, n'a pas su garder sa raison. C'est mon avis. Il ne reste plus assez de temps. Jean-Claude, maintenant on va parler de l'équipe en elle-même. Oui. Le Gabon joue contre le Burundi, ce sera le 23 mars prochain à Bujumbura. En off, on disait que le Gabon devait donc suivre, on va dire, une mise au vert au Rwanda d'une semaine pour essayer de s'adapter au climat qui est quasiment le même. Le stade de Bujumbura, il est synthétique. L'équipe du Gabon, aujourd'hui, il y a des joueurs qui reviennent comme Malik Evounan ou encore Didier Ibrahim Don. Le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang est en négociation. On sait que normalement, il doit être là. Oui. Comment vous voyez les chances du Gabon dans cette rencontre contre le Burundi, qui n'a pas perdu de match dans ses éliminatoires, et qui joue pour une qualification, une première qualification en phase finale de Coupe Effectivement, le Burundi veut entrer dans l'histoire et les informations que nous avons par rapport à ce match, c'est que les choses sont prises très au sérieux au Burundi, jusqu'aux plus hautes autorités du président de la République. Ils veulent donc entrer dans l'histoire, mais le problème, c'est que le Gabonais a quand même des valeurs à faire valoir. Avec le retour d'Ibrahim Don, qui est déjà en compétition avec Guingamp, avec exactement Malik Evounan, qui a fait d'ailleurs un très beau match samedi dernier, qui est déjà en train également d'entrer dans la compétition. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a Paloun, effectivement, qui est revenu de sa blessure. Je pense qu'il y a quand même quelque chose et le capitaine, de surprenant. Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, bon, de toutes les façons. S'il y a patriote, moi je pense plutôt que Pierre-Emerick sera patriote. Il est patriote, il a toujours été patriote et qu'il comprend que, moi je me souviens au cours d'une interview, Pierre-Emerick m'avait dit je vais aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça veut tout dire. Les problèmes qui sont en train d'arriver là, je suis sûr que les gars auront de la hauteur. Et là encore, quelques paroles de Poko qui disaient « Nous, c'est d'abord le football, nous portons le pays sur nos épaules, il va falloir qu'on mouille le maillot. » Et pour pouvoir gagner le Burundi. Se qualifier. Le rendez-vous est donc pris pour le 23 mars prochain du côté de Bujumbura. Les Hirondelles du Burundi vont donc accueillir les Panthères du Gabon pour ce match où on peut dire du ça passe ou ça casse pour les Panthères du Gabon qui sont condamnés à gagner ce match. Ils doivent gagner. Le nul n'est pas permis pour le Burundi. Il suffira justement d'accrocher le Gabon même avec un match nul. Le Burundi jouera pour la première fois de son histoire une phase finale de Coupe d'Afrique. On attend. On croise les doigts pour justement le dénouer de cette rencontre entre les Hirondelles du Burundi et les Panthères du Gabon. On va poursuivre cette émission et puis on va parler de la victoire dans la CAN des moins de 20 ans du Mali face au Sénégal. Regardez cette petite image qu'on nous propose. Mais voilà, le sacre de cette équipe malienne des moins de 20 ans en phase finale de Coupe d'Afrique. C'est aussi la première pour le Mali, Gaël, dans cette compétition des moins de 20 ans. Oui, c'est une première, et puis c'est une première qui n'est pas volée, parce qu'il faut rappeler que le Mali est arrivé, si mes souvenirs sont bons, déjà dans les catégories inférieures, donc les moins de 17 ans, je crois. Elle est vice-championne, elle est arrivée jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, donc ce n'est pas volé. Il y a tout un travail qui est fait avec cette équipe de Mali. Voilà ce qu'on veut voir au Gabon, parce que le Mali va de la détection, la formation. Aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Ce n'est pas volé que le Mali... Et le Mali s'est imposé devant le Sénégal quand même. Ce n'est pas 3-2 après un score d'un but partout dans le temps réglementaire. Je rappelle que le Mali est donc sacré champion des moins de 20 ans dans cette Coupe d'Afrique qui s'est jouée donc au Niger. Le Mali est deuxième, mais l'Afrique du Sud a donc occupé la troisième place de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Mais Willy, il faut également signaler que cette équipe du Mali, j'ai essayé de regarder l'équipe U17 de 2017, c'est pratiquement 70 ou 75% des U17 qui ont gagné la CAN ici à Libreville, qui sont montés effectivement en U20. C'est pour rejoindre ce que Mapessi disait, c'est un travail de suivi qui est simplement fait. Mais voilà, on va attaquer le dernier sujet de cette émission. On va parler justement de Mohamed Salah, l'Égyptien,
Ballon d'or africain de l'année dernière, qui lui est pressenti pour jouer l'été prochain au sein de l'équipe de la Juventus de Turin avec Cristiano Ronaldo. Les dirigeants bianconeri proposent donc 200 millions d'euros à l'équipe de Liverpool pour justement s'attacher les services de Mohamed Salah. On va regarder ce récit proposé par Gaël Mapessi pour vous. Il a déjà inscrit 17 buts en 25 matchs et délivré 8 passes décisives. Mohamed Salah, meilleur buteur de Première Ligue à égalité avec Sergio Kun Aguero. Conséquence, ses performances hors normes font des convoitises des plus grandes écuries européennes. L'Égyptien de Liverpool est pisté par le Real Madrid, l'Inter Milan, le FC Barcelone, le PSG, Manchester City, Manchester United et la Juve. Au milieu de ce bal des géants, prêt à casser leur tirelire pour s'adjuger les services de Mo Salah, la piste la plus plausible reste celle des bianconeri. Le média arabophone Sky News Arabia annonce que Cristiano Ronaldo et d'autres dirigeants de la Juve ont donné leur autorisation à l'administration du club pour entamer des négociations avec Liverpool. À la recherche d'une pointure pour accompagner Cristiano Ronaldo la saison prochaine, la Juventus serait prête à miser la bagatelle somme de 200 millions d'euros pour s'acheter les services de meilleurs joueurs africains de l'année. De l'autre côté, difficile pour Liverpool de laisser partir son numéro 11 sous contrat jusqu'en juin 2023. Mais l'offre de XL proposée au Red Devils pourrait faire céder les dirigeants du club. Plus qu'en prime, l'Argentin de 25 ans, Paolo Dybala, pourrait rejoindre le duo Mané-Firmino pour compenser le départ de Salah. Si jamais le natif de Bayoune était vendu à la Juve, il deviendra le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football, derrière Neymar Junior et ses 222 millions d'euros. Gaël Mapessi, pour l'année prochaine, on risque de voir un Salah partir vers la Juventus de Turin, mais il y a quand même, on va dire, un échange. Dybala pourrait rejoindre, quant à lui, Liverpool pour compenser le départ de Mohamed Salah, si tout se passe bien. Si jamais ça se passe bien. Après, c'est vrai que la somme elle est importante, mais ça va être difficile pour Liverpool de laisser partir Mohamed Salah avec tout ce qu'il fait, son rendement au sein de cette équipe. Mais ça montre tout simplement l'évolution de Mohamed Salah, qui connaît déjà très bien le championnat italien, parce qu'il avait déjà été là-bas à la Fiorentina et à l'AS Roma entre 2015 et 2017. Ça prouve ce qu'on disait quand on a parlé du basketball, ça prouve simplement qu'en Afrique, on a du talent. Il suffit juste de mettre en musique, de trouver des bonnes formules, d'avoir des bonnes politiques. Aujourd'hui, on pourra prétendre d'avoir des équipes africaines de football remporter demain après-demain une Coupe du Monde. Plus on a des équipes qui nous représentent en Coupe du Monde, plus les chances seront pour nous un jour arriver, ne serait-ce jouer une finale de Coupe du Monde. De Coupe du Monde. Jean-Claude, rapidement, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, l'année prochaine, ça peut être une attaque de tonnerre. Oui, je crois que le mot tonnerre risque d'être même un peu bas. Je sens que ça va être de la foudre. Ça va être de la foudre. Bon, on attend. Mapessi l'a dit. Est-ce que Liverpool va laisser partir Mohamed Salah? C'est vrai aussi que ces clubs sont des entreprises. Une offre de ce genre, est-ce qu'il faut aussi la laisser tomber? On verra d'ici le mercato. Ben voilà. Multisport 24, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que depuis le centre traitechnique.com, il y avait à la réalisation Richard Sangoman, au son Alex Singoy, au montage Carl Miyindou le magnifique et à la diffusion Kofi Vincent. Merci Gaël Mapessi d'être passé. Merci Jean-Claude. Merci. Ben, tout le plaisir le nôtre. Merci d'être venu sur le plateau de Multisport 24. Honoré également d'avoir été avec vous. Mais voilà, Multisport 24, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau et même décor. Au revoir et portez-vous bien.